Dans la suite de cette série noire consacrée à la physique, le thème sur lequel tous les regards seront portés ce soir, c'est celui de la matière noire. Alors, c'est loin d'être un sujet nouveau, et je mentionnerai justement, pour commencer, quelques faits historiques qui, comme vous le verrez, datent pour certains de près d'un siècle. Mais s'ils méritent la peine d'être rappelés, c'est que ces faits sont toujours d'actualité. Aucun n'a été démenti à ce jour des faits que je mentionnerai ici. Et donc, la matière noire, c'est vraiment un sujet parfaitement d'actualité et sur lequel beaucoup de personnes travaillent. Ensuite, une fois que nous aurons établi les besoins de l'existence de cette matière noire, nous verrons quelles sont les pistes que l'on invoque pour tenter d'en percer le mystère, d'en dévoiler la nature. Ces pistes sont autant de projets que l'on va monter et à partir desquels on va tenter de détecter la matière noire, de mieux la comprendre. Certaines n'aboutiront pas aux résultats recherchés. D'autres, par contre, et notamment dans les recherches assez récentes, laissent apparaître une petite lueur d'espoir que peut-être on commence à un petit peu mieux cerner la matière noire. Et on verra que dans ces pistes nouvelles, une approche qui est de plus en plus en vogue aujourd'hui, c'est de s'intéresser non pas de façon générique à la matière noire, mais de se poser des questions plus précises. Et en particulier, je parlerai pas mal de la température de la matière noire. Et on verra ce que ce terme de température signifie et comment on peut effectivement le tester dans l'univers. Et enfin, une approche qui a été particulièrement d'actualité ces derniers mois, mais on verra comment contourner le problème, avoir un regard différent et apporter peut-être une solution législative à cette question épineuse. Les faits historiques remontent aux années 1930 et en particulier grâce aux travaux d'un astronome suisse, Fritz Zwicky, connu pour ses idées tantôt géniales, tantôt farfelues, qui a contribué à de nombreux domaines en astronomie et notamment qui s'intéressait à la mesure des vitesses des galaxies au sein d'un amas qui est montré ici, qui est l'amas de Coma. Pourquoi s'intéresser aux vitesses des galaxies ? Parce que ces vitesses de galaxies vont pouvoir nous donner des indices sur la masse des amas. C'est une approche qui est tout à fait analogue au calcul des vitesses de libération. Roland on en a parlé à plusieurs reprises dans ce festival, la vitesse de libération d'un objet qui, par exemple d'une fusée que l'on cherche à faire sortir du champ de gravité terrestre, c'est cette vitesse minimale qu'il va falloir pouvoir communiquer à la fusée ou à l'astre pour qu'elle ne retombe pas sur Terre. Si vous lancez un objet, naturellement il retombe. Si vous le lancez plus fort, il ira plus haut, ralentira. Mais si la vitesse initiale n'était pas suffisante, il retombera quand même. Et la vitesse de libération, c'est la vitesse minimale qu'il faut lui communiquer pour qu'il ne retombe pas. Il continuera à ralentir, évidemment, parce que l'action de la gravité terrestre est néanmoins présente, mais il ne retombera pas sur Terre, il pourra continuer sa trajectoire et s'évader ainsi à l'infini. Donc cette vitesse de libération, je vous en ai donné quelques exemples ici pour la Lune, la Terre, le Soleil. Tous ces astres-là ont des masses très différentes et vous voyez que même si le rayon de ces objets est différent et qu'il faut prendre en compte la surface de l'astre à laquelle vous mettez l'objet pour calculer sa vitesse de libération, vous voyez que cette vitesse minimale qu'il faut lui communiquer augmente avec la masse de l'astre sur lequel vous vous placez. Et donc, on a une relation entre masse et vitesse qui est assez naturelle. Plus la masse d'un objet va être importante, plus la vitesse qu'il faudra lui communiquer pour qu'il s'échappe de la gravité de cet astre sera importante. Et donc, revenons à l'amas de galaxies de Coma qu'étudiait Fritz Zwicky. Ce qu'il voit, c'est qu'il a des galaxies qui constituent cet amas de galaxies. D'après la luminosité des amas, il peut en estimer grossièrement le nombre d'étoiles qu'il faut pour avoir la luminosité attendue et il en déduit une masse approximative à partir de laquelle il peut prédire les vitesses maximales qu'il doit observer pour les galaxies qui constituent cet amas afin qu'elles continuent justement à constituer cet amas. Avec des vitesses supérieures, les galaxies se seraient échappées de l'amas de galaxies, elles auraient dépassé d'une certaine façon la vitesse de libération de cet amas et l'amas serait disloqué. Donc il estime qu'il faudrait des vitesses maximales de l'ordre de 80 km par seconde et ce qu'il observe, c'est des vitesses beaucoup plus conséquentes de l'ordre du millier de kilomètres par seconde. Et ça, c'est en désaccord total avec ce qu'il prédit et ça nécessite un amas beaucoup plus massif que ce qu'il avait estimé à partir des étoiles et donc des galaxies qui constituent cet amas. Le désaccord est de l'ordre d'un facteur 100 sur la masse de l'amas de Coma.
Alors, Fritz Zwicky, je vous le disais, est un astronome génial, mais qui avait également un caractère particulièrement difficile. Il était redouté par grand nombre de ses collègues. Il intervenait fréquemment en disant que les problèmes que les collègues soulevaient avaient déjà été résolus par lui-même. Il terrorisait ses étudiants. Il y a une anecdote, une rumeur en tout cas, qui prétend qu'il avait tendance à souvent qualifier ses collègues de l'observatoire du mont Wilson d'idiots sphériques. Alors les gens pouvaient se demander pourquoi sphériques. Ils disaient quel que soit l'angle sous lequel on les regarde, ce sont toujours des idiots. Et avec ce caractère raisonnablement épouvantable, plus ces idées qui étaient quand même régulièrement farfelues, il a eu assez peu d'attention apportée à ses travaux, et cette mise en évidence d'une masse manquante au sein de l'amas de Coma est tombée dans l'oubli pendant plusieurs décennies. Il faut attendre 1970 pour qu'on, de nouveau, soulève un problème de masse manquante, cette fois-ci au niveau des galaxies elles-mêmes. Alors, pour vous montrer comment cette nouvelle estimation d'une masse manquante est intervenue, nous allons regarder cette fois-ci le Soleil. Et ici, vous reconnaissez tous, bien entendu, le système solaire avec les différentes planètes du système solaire. Et comme chacun d'entre nous le sait, la vitesse à laquelle les planètes tournent autour de l'astre central dépend, mais ça c'est un petit peu ce que l'on vient de voir, de la masse de cet astre central. Et plus la masse est importante, plus les vitesses de rotation des planètes seront importantes également. Ce que l'on sait également, c'est que la vitesse de rotation des planètes autour du Soleil va décroître quand la distance de ces planètes à l'astre central va augmenter. Et par exemple, Saturne, qui est situé 10 fois plus loin que la Terre autour du Soleil, tourne autour du Soleil 3 fois plus lentement. Donc ça, c'est la courbe que vous avez ici. Donc, cette notion de vitesse qui décroît avec la distance au centre du système solaire, c'est la même idée qui est utilisée par une étudiante, Vera Rubin ici, et ses collaborateurs, et en particulier Ken Ford, dans les années 70, pour peser les galaxies. C'est-à-dire ce qu'elle fait, elle utilise des étoiles en périphérie de la galaxie pour mesurer la vitesse à laquelle ces étoiles tournent autour de la galaxie et ainsi faire une estimation de la masse de la galaxie. Et donc, vous avez ici ces vitesses mesurées, ce sont les points jaunes, en fonction du rayon à partir du centre de la galaxie. La courbe en pointillé ici, c'est la prédiction que tout le monde peut calculer rapidement en faisant l'hypothèse que l'essentiel de la masse est concentré dans le centre de la galaxie et suivant les lois de Kepler bien connues. Donc vous avez la prédiction ici. Les points jaunes, comme je vous le disais, ce sont les mesures qu'elle a faites non seulement sur la galaxie d'Andromède, qui était une des premières galaxies qu'elle a étudiées, mais sur grand nombre de galaxies spirales. Et dans la grande majorité des cas, ce qu'elle observe, c'est un désaccord fabuleux, monumental, entre la prédiction où on s'attend à cette décroissance, comme je vous le disais, avec les planètes du système solaire, une décroissance avec le rayon, tandis que les observations, elles, sont d'une platitude totalement inattendue. Et donc, la seule façon, la façon la plus naturelle d'expliquer ce désaccord, c'est d'invoquer une immense masse qui entoure cette galaxie et qui permet de reproduire en rajoutant de la masse, comme on le voyait également, les courbes de rotation observées. Donc, parce que je vous rappelle que la vitesse augmente avec la masse. Donc, si vous augmentez la masse, vous pouvez avoir des vitesses plus importantes et justement qui permettent de reproduire les observations. Et donc, cette immense masse qui doit englober la galaxie, on l'appelle le halo sombre ou le halo des galaxies spirales. Et donc notre galaxie n'est pas exception, c'est une galaxie spirale comme tant d'autres de ces galaxies. Et donc ce qu'il faut s'imaginer, c'est que notre galaxie, au lieu d'être isolée dans l'univers, doit plutôt ressembler à une petite galaxie, mais entourée d'un épais halo de matière noire ou de matière transparente, en fait, on pourrait dire, parce que on ne la voit pas, mais il n'y a aucune... on n'a aucune indication sur la nature de cette matière. Donc ce que l'on voit pour la Voie lactée, c'est une estimation d'un facteur 10 entre la masse du halo et la masse de la galaxie spirale au centre de ce halo de matière noire.
Poursuivons un petit peu nos étapes historiques. Nous abordons ici les années 1990. Donc là, c'est un film que qu'un collègue m'a prêté, qui vous montre l'effet de l'antigravitationnel. Donc ce que vous avez ici, c'est la Voie lactée, avec, dans le cas de cette illustration, un trou noir central extrêmement massif et qui agit comme centre de l'antigravitationnel pour la Voie lactée. Donc le film montre un déplacement de la Voie lactée, donc c'est juste pour vous montrer différentes configurations par rapport au centre de masse. Et ce que vous devez constater, c'est que la Voie lactée, quand elle est loin de cette lentille gravitationnelle, apparaît comme la Voie lactée qu'on a l'habitude d'observer dans le ciel nocturne. Par contre, quand elle passe tout près de l'objet massif, on a des déviations très spectaculaires. Donc regardez par exemple cette région-ci, où il y a d'avoir la Voie lactée qui est un filament rectiligne, vous avez un arc de cercle qui se produit, une deuxième image ici qui est ce second arc de cercle qui est la même région imagée de part et d'autre du trou noir central dans ce cas-ci, parce que les rayons provenant de derrière le trou noir ont plusieurs chemins possibles pour accéder jusqu'à l'observateur. Donc ça, c'est une illustration par simulation numérique de l'effet d'une lentille gravitationnelle sur un objet en arrière-plan. Mais ici, vous avez maintenant une véritable observation. Tous les points lumineux ici, ou les taches lumineuses, ce sont des galaxies formant un amas de galaxies en avant-plan. Vous avez un deuxième amas ici. Et ce que vous constatez sur cette image, ce sont des tas de petits arcs de cercle tout autour de ces amas de galaxies. Et ces arcs de cercle sont autant de galaxies situées derrière l'objet massif en avant-plan et qui apparaissent ici déformées, comme dans le film que je vous montrais juste avant, déformées par la présence de cette lentille gravitationnelle en avant-plan ou masse de l'amas ici en avant-plan. Donc toutes ces petites arcs de cercle ici, ce sont des galaxies en arrière-plan déformées par votre loupe gravitationnelle sur la ligne de visée. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces arcs gravitationnels dépendent de la forme et la distribution de ces arcs dépendent de la masse que vous avez pour effectuer votre lentille gravitationnelle. Et donc, par une étude fine de cette distribution, vous pouvez remonter à la masse de l'amas. Donc voici, ça c'était un premier exemple. Voici un deuxième exemple ici sur une autre région du ciel. Donc juste pour vous montrer que le cas que je vous montrais précédemment n'est pas un cas isolé. Et aujourd'hui, on a un grand nombre d'exemples où on a autour d'un amas de galaxies, des arcs de cercle ici, qui ne sont rien d'autre que les images déformées de galaxies situées derrière cet amas par la masse de cet amas. Et lorsque l'on fait l'estimation de la masse nécessaire pour obtenir les distributions observées, on obtient cette fois-ci un désaccord de l'ordre d'un facteur 100 entre la masse dite lumineuse, c'est-à-dire la masse qui est emportée par l'ensemble des étoiles et des galaxies qui constituent cet amas de galaxies, et la masse dite gravitationnelle, c'est-à-dire celle que l'on vient déduire de notre étude des déviations et donc des arcs gravitationnels que l'on voit apparaître tout autour de cet amas. On peut se demander s'il n'est pas moyen d'expliquer par de la matière connue ce désaccord entre les deux masses. Parce que jusqu'ici, toutes les masses dont je vous ai parlé, les masses lumineuses, ce sont les masses des étoiles et des galaxies. Maintenant, on sait aujourd'hui que cette image-là est uniquement en optique, mais on peut essayer de voir les autres composantes d'un amas de galaxies. Et en particulier, quand on regarde dans le domaine des rayons X, on voit apparaître tout un halo, alors qui est représenté ici en bleuté. Ce sont évidemment des fausses couleurs, parce que nos yeux ne peuvent pas voir le rayonnement X. Donc, les observations dans le domaine des rayons X sont illustrées ici en bleu, mais l'intensité est proportionnelle à l'intensité du rayonnement. Donc ce que vous voyez ici, c'est qu'en superposition à l'amas que l'on voyait dans le domaine visible, vous avez une région qui est d'autant plus dense qu'elle est concentrée au centre de l'amas et avec une densité plus faible en s'éloignant, mais une région essentiellement sphérique qui émet dans le domaine des rayons X. Cette émission-là, elle provient d'un gaz chauffé, des électrons qui proviennent de l'ionisation du gaz dans la région de l'amas de galaxies et que l'on voit donc de façon très claire en X. On peut de nouveau, de par l'émissivité de cette région, en estimer la masse. On en déduit une masse qui est à peu près 10 fois supérieure à la masse de la composante lumineuse que l'on avait obtenue dans le domaine visible. Donc oui, il y a une masse très importante. Un amas de galaxies, c'est essentiellement du gaz ionisé, encore plus que ce n'est un ensemble de galaxies.
Ce facteur 10, néanmoins, n'est pas suffisant pour expliquer le facteur 100 que je viens de vous présenter au niveau de l'estimation de la masse d'un amas d'après les arcs gravitationnels que l'on voit autour. Donc oui, du gaz, il y en a beaucoup. Ça permet d'expliquer une fraction du désaccord, mais loin de pouvoir expliquer l'ensemble du désaccord que l'on observe d'après les effets gravitationnels. Donc, la matière noire, on a vu maintenant 3 preuves, ou en tout cas 3 types d'observations qui mettent clairement en évidence la nécessité d'une masse complémentaire à la masse que l'on peut voir dans le domaine visible, et d'où le nom de matière noire, puisqu'elle n'apparaît pas ni en optique, ni dans le domaine des rayons X en particulier. Mais comme si ce sujet n'était pas assez louche comme ça, on s'est rendu compte dans les dernières décennies que non seulement cette matière n'est pas lumineuse, mais qui plus est, il semblerait que l'essentiel de cette matière noire ne soit même pas même de la matière ordinaire. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'invoquer un autre type de matière que la matière à laquelle on est habitué et que j'appelle ici la matière extraordinaire. Elle n'est pas extraordinaire au sens habituel du mot, c'est pas qu'elle est très chouette ou quoi que ce soit, c'est qu'elle n'est pas ordinaire. Alors qu'est-ce que je veux dire par de la matière qui n'est pas ordinaire ? Alors faisons un petit rappel de l'histoire de notre univers et je vais vous montrer comme ça comment on a pu aboutir à cette conclusion étonnante qu'il faut de la matière extraordinaire. Donc voici ici le temps qui s'écoule de gauche à droite, une version assez simplifiée de l'histoire de notre univers avec un Big Bang initial. Ici, l'augmentation de ce cône, c'est pour illustrer l'expansion de notre univers, donc avec une phase d'expansion très très rapide initialement, c'est l'inflation. Puis une expansion assez douce au fil des milliards d'années. Ici, la petite couette que l'on voit vers l'arrivée, c'est l'accélération de l'expansion de l'univers que l'on constate aujourd'hui. Plusieurs étapes assez marquantes dans l'histoire de l'univers. Tout d'abord, l'univers est extrêmement chaud et dense, donc sous forme d'un plasma primordial, c'est-à-dire de la matière ionisée et des photons en constante interaction avec la matière. Puis ici, alors que l'univers est âgé de 380 000 ans, les électrons et les protons qui constituent ce plasma initial se combinent pour former des atomes d'hydrogène neutre. Les photons sont alors libres de se propager et on a ici la première image de l'univers. Donc c'est ce fond diffus cosmologique qui constitue l'image de l'univers alors qu'il n'est âgé que de 380 000 ans. On a encore toute une phase sombre, les âges sombres, parce qu'il n'y a encore aucune étoile qui a été formée dans l'univers. Puis ces petits grumeaux vont peu à peu s'effondrer sous l'effet de la gravité pour donner naissance aux premières étoiles vers 500 millions d'années après le Big Bang. Et ces étoiles, peu à peu, vont se regrouper elles-mêmes pour donner naissance à des galaxies et à l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui, avec 13,7 milliards d'années approximativement depuis le Big Bang. Ce fond diffus cosmologique dont je viens de vous parler, voici une des images les plus récentes qui a été obtenue par le satellite Planck de ce fond diffus cosmologique. Une fois de plus, ce sont des fausses couleurs parce que cette image-là, compte tenu de l'expansion de l'univers, les photons qui nous parviennent aujourd'hui de ces premiers instants nous apparaissent à des températures extrêmement faibles, 3 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins de 170 degrés Celsius. Ce ne sont pas des photons que l'on peut voir dans le domaine visible. Il nous faut faire appel à des instruments qui voient le ciel en micro-ondes. Et toutes les petites couleurs, ici, ça vous montre les grumeaux, donc les irrégularités de ce fond cosmologique. Ces grumeaux-là, on peut en faire des analyses statistiques pour voir quelle est la taille caractéristique de ces grumeaux, la distribution des tailles caractéristiques de ces grumeaux. Et sans rentrer plus dans le détail, je vous montre ici un des graphiques qui ont marqué le plus la communauté scientifique, avec ici une puissance en fonction de l'angle. Donc l'angle, c'est la taille de ces différents grumeaux. Et vous voyez en rouge des points obtenus dans les données. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en vert, la courbe verte, c'est le modèle d'univers que l'on arrive à concevoir aujourd'hui et qui s'ajuste parfaitement à ces points de données. Ça veut dire que quand on voit un graphique comme ça, on se dit on a drôlement bien compris ce dont est constitué l'univers. Mais pour faire ça, on est obligé d'ajouter beaucoup de matière par rapport à la matière ordinaire et justement d'ajouter une matière qui n'a pas les mêmes propriétés que la matière ordinaire. Cette nouvelle matière, c'est une matière qui interagit très très peu avec les photons, qui n'interagit pas avec les photons, contrairement à la matière ordinaire initiale, de sorte justement à ce que ces grumeaux de
de densité initiale et puis s'effondrer un petit peu plus tôt pour former les étoiles et les galaxies telles que je vous le présentais tout à l'heure. Donc je vais revenir tout de suite sur cette idée-là en vous montrant cette fois-ci une simulation. Donc le départ de la simulation numérique, c'est un univers très uniforme, comme nous le montrent les premières images de l'univers. Et quand on laisse l'effet de la gravité jouer sur ces petites fluctuations de température et donc de densité que l'on avait au départ, on voit qu'effectivement, sous l'effet de la gravité, ces petites fluctuations vont s'agglomérer, vont s'effondrer sur elles-mêmes sous l'effet de la gravité pour produire des étoiles, des galaxies et toutes ces structures que l'on voit dans l'univers plus tardif et que l'on peut comparer à l'univers aujourd'hui. Ces simulations, on peut en extraire, donc là c'est une simulation de la matière, en prenant en compte justement cette matière extraordinaire que l'on estime d'après les mesures du fond diffus cosmologique. Et voici, avec ces mêmes simulations, on peut en extraire des cartes de galaxies. Donc la différence de la moitié bleue et de la moitié rouge, c'est que l'une des deux, ce sont des cartes de galaxies que l'on a observées dans l'univers. L'autre couleur, ce sont des simulations numériques à partir de notre compréhension de l'univers. Alors les différents croissants que vous avez là, ce sont pour des échelles différentes. Donc le croissant intérieur ici, c'est lorsque l'on remonte jusqu'à 600 millions d'années. Donc le centre de chacun de ces croissants, c'est l'univers aujourd'hui. Et selon le rayon, vous remontez le temps ou vous remontez les distances dans l'univers. Donc ici, vous remontez de 600 millions d'années, ici d'1,2 milliard d'années et ici de 2,7 milliards d'années. Et ce que vous constatez, ce sont ces filaments. Donc chaque point dans ces cartes-là, chaque point est une galaxie. Et donc vous pouvez constater des structures comme ça. Donc que ce soit dans le bleu ou dans le rouge, vous avez des filaments allongés, des amas de galaxies. Et plus vous allez loin, plus vous voyez des structures à très très grande échelle comme ça dans l'univers et qui peu à peu tendent vers des structures plus homogènes quand on commence à remonter vers l'univers plus tardif. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais, une des couleurs, ce sont des simulations, l'autre des couleurs, ce sont des observations, et à moins que je vous dise laquelle est des simulations et laquelle est des observations, il n'est quasiment pas possible de les différencier. Bon, bien que pour un œil averti, cette structure ici en forme d'homme, avec ses bras tendus, a tellement marqué la communauté que presque tout le monde maintenant reconnaît cette image-ci comme les données provenant d'un télescope au Nouveau-Mexique. Mais lorsque vous regardez les cartes à plus grande échelle où les structures ne sont pas aussi flagrantes, vous voyez juste une similitude extraordinaire entre données et simulation, ce qui veut dire que l'on comprend très bien ce que l'on a mis dans notre simulation, mais cette similitude n'est possible qu'à condition d'introduire une grande quantité de matière qui ne se comporte pas comme la matière ordinaire. Et la raison de cette matière extraordinaire, c'est ce que je vous disais très brièvement tout à l'heure, il nous faut une matière qui ne soit pas mélangée dans le plasma initial, contrairement à la matière ordinaire, pour que les grumeaux puissent commencer à donner naissance aux structures que l'on voit aujourd'hui, donc ces structures-là, plutôt que ne le ferait de la matière ordinaire seule. Sans ça, on n'aurait pas tous ces filaments de galaxies et d'amas de galaxies aujourd'hui. L'univers n'est pas assez vieux pour que la seule matière ordinaire forme les structures que l'on voit aujourd'hui. Donc non seulement il y a une grande quantité de matière non visible dans l'univers, mais en plus de ça, il faut qu'elle soit extraordinaire pour la majorité d'entre elles. Donc pour résumer cette introduction, les données et les modèles que l'on peut faire de notre compréhension de l'univers nous conduisent à dire que l'essentiel de la matière dans l'univers, que ce soit le gaz, que ce soit les étoiles, que ce soit les galaxies, mais comme le disait un collègue récemment, que ce soit également la matière sous forme d'être humain, de girafe ou d'hippocampe, tout ça, ça ne constitue que 5% de la matière dans l'univers. Et 95% de la matière est non lumineuse. Et pour la majorité d'entre elles, extraordinaire par-dessus le marché. Sur ce constat, voici quelles sont les pistes que l'on a aujourd'hui, les expériences que l'on met en jeu et les résultats que l'on a. Alors concernant les pistes, une des pistes qui a vraiment connu le plus de succès, en tout cas si l'on considère le nombre de personnes qui se sont intéressées à ce sujet et le nombre d'articles qui ont été publiés, ça a été de considérer comme candidat privilégié pour expliquer la matière noire
une particule auquel on a donné le nom de WIMP. Cette particule-là, elle intervient assez naturellement en physique des particules pour expliquer, dans les modèles supersymétriques, dans des modèles de physique des particules. Cette particule, la WIMP, intervient comme toutes les autres particules dans l'univers primordial, peut s'annihiler, c'est-à-dire que dans ce plasma initial qui est extrêmement dense, les WIMP eux-mêmes sont extrêmement proches les uns des autres, ils interagissent en permanence. La plupart d'entre eux vont s'annihiler en donnant des flashs de lumière, comme toute particule qui s'annihile. Mais l'univers est en expansion. Et au bout d'un certain temps, l'expansion devient trop importante pour que les particules continuent à se retrouver suffisamment proches pour pouvoir s'annihiler. Et donc, il devrait aujourd'hui rester des WIMP. Et selon les modèles qui nécessitent les WIMP en physique des particules, on constate que la densité de WIMP qui devrait rester aujourd'hui colle parfaitement avec la densité de matière noire que l'on attend dans l'univers. Donc, on se dit, voilà un candidat idéal. Cette particule dont on a besoin pour expliquer la physique des particules, se trouve être juste dans les bonnes quantités pour expliquer également un problème que l'on a en astrophysique. Donc, c'est un candidat tout à fait idéal et un grand nombre de projets ont été désignés, ont été construits dans le but de mettre en évidence ces WIMP. Parmi ces grands projets, en particulier, on a le superaccélérateur, le LHC du CERN, qui a été construit sur plusieurs décennies et qui a vu le jour, c'est-à-dire les premières interactions de particules en 2008. Donc vous avez ici une photo de l'un des détecteurs de cet accélérateur. Il faut voir que les particules, elles circulent uniquement dans le petit canal central de l'accélérateur et que tout ceci, ce sont des chambres successives pour pouvoir identifier les particules qui auront interagi et donnant naissance ici à d'autres particules, et dans l'espoir qu'en faisant interagir ces protons dans le faisceau central, on arrive à donner naissance à des WIMP afin de prouver leur existence. Donc, parmi les particules qui ont été mises en évidence auprès de ce superaccélérateur, vous avez probablement entendu parler du boson de Higgs. Il y a eu quelques conférences au festival il y a quelques années lors de la découverte de ce boson de Higgs, qui était une autre particule très attendue par la communauté scientifique. Mais malheureusement, cela fait maintenant 9 ans que l'accélérateur tourne et on n'a toujours pas la moindre trace de WIMP, c'est-à-dire de cette particule que l'on cherchait pour expliquer la matière noire, produite dans ce superaccélérateur. D'autres façons de tenter de détecter la présence de WIMP, puisque tout le halo de notre galaxie semble être composé de cette particule, ou en tout cas de matière noire dont cette particule pourrait être la composante, on cherche par conséquent à voir si on ne pourrait pas faire interagir certaines de ces particules du halo de notre galaxie dans des détecteurs que l'on construit et avec lesquels on va chercher de mettre en évidence donc l'interaction dans notre détecteur d'une de ces particules. Plusieurs façons de tenter de mettre en évidence cette interaction. Donc il faut voir que si on n'a toujours pas détecté la matière noire, c'est que les interactions de ces particules de matière noire sont très très rares et produisent des signaux extrêmement faibles. Comme ils sont très rares, il faut absolument pouvoir faire la différence entre un signal qui viendrait de l'interaction de cette particule tant recherchée par rapport à un signal qui viendrait de tout autre phénomène, de radioactivité environnante ou de l'interaction d'un rayon cosmique dans notre détecteur. Donc ces détecteurs, pour limiter ce bruit de fond, pour éviter la contamination par les rayons cosmiques, on les situe toujours dans des laboratoires souterrains. Donc ici, pour l'expérience que je montre en exemple, c'est dans un laboratoire dans le tunnel de Modane. Je ne sais pas si vous avez déjà pris ce tunnel qui passe sous la montagne. À un tiers à peu près du tunnel, vous avez un petit couloir qui part sur la gauche. Et ce n'est pas une voie d'évacuation, c'est le laboratoire souterrain de Modane dans lequel sont installées plusieurs expériences, dont l'expérience Edelweiss ici. Donc, en plus de se situer sous la montagne pour éviter les interactions provenant des rayons cosmiques, on place autour de ces détecteurs des blindages successifs de plomb et d'autres matériaux non radioactifs, justement pour essayer de limiter toutes les interactions qui pourraient provenir du rayonnement, enfin de la radioactivité naturelle de la Terre. Et enfin, pour finalement avoir un signal très propre, on essaye toujours d'avoir une double signature de l'interaction d'un WIMP dans notre détecteur. Ici, la double signature, c'est une élévation de température de notre détecteur. Il faut être très sensible quand même, comme vous constatez là, à millionième de degré, associé à un signal électrique à peu près simultané. Et on pourra alors signer l'interaction d'un WIMP dans le détecteur.
Malheureusement, à ce jour, toujours pas le moindre WIMP dans de telles expériences. Ici, un autre cas d'expérience. Donc, vous reconnaissez de nouveau une mine située à 1500 mètres de profondeur aux États-Unis cette fois-ci. Un autre type de détecteur fonctionnant sur un principe analogue d'un double signal, mais cette fois-ci, non pas sur un cristal de germanium, mais dans une immense cuve remplie de liquide d'un gaz noble, donc xénon ou argon typiquement. L'avantage d'utiliser un liquide, c'est que quand on a envie de grossir notre détecteur, c'est plus facile de construire une cuve plus grosse et de la remplir d'une plus grande quantité de liquide que d'aller faire croître des cristaux de germanium à des volumes toujours plus importants. Malgré toute la technicité de ces nouveaux détecteurs et leur sensibilité absolument extraordinaire, de nouveau, pas de signal qui puisse corroborer cette hypothèse d'une grande quantité de WIMP dans le halo de notre galaxie. Alors, je vous disais quand même, il y a eu des déconvenues, mais il y a également des espoirs. Et donc, voyons maintenant quelles sont ces pistes qui semblent montrer la possibilité, peut-être, de l'existence de WIMP dans l'univers. Alors, cette fois-ci, on va regarder le sujet différemment, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de construire un détecteur dans lequel on va faire interagir un WIMP du halo de notre galaxie, on se dit les WIMP, ils sont partout dans l'univers. Mais ce qu'on va essayer de détecter, c'est la présence de WIMP de façon indirecte. C'est-à-dire que les WIMP, comme je vous le disais au début, ils peuvent interagir entre eux quand ils sont en densité suffisante et produire des photons. À défaut d'avoir détecté le WIMP, voyons si on peut détecter des photons de haute énergie qui signeraient cette annihilation de WIMP. Alors, pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait une grande densité de WIMP, c'est-à-dire une grande densité de matière, puisque les WIMP, on sait qu'ils interagissent gravitationnellement, puisque c'est la façon dont on a mis en évidence la matière noire. Et donc, des régions dans lesquelles on aurait une grande densité de matière, par exemple, c'est le centre des astres ou le centre des galaxies. Donc, vous voyez tout de suite, là, vous êtes prêt à construire votre projet, vous allez observer le centre de galaxie, et ce que vous allez rechercher, c'est une émission de photons gamma à l'énergie caractéristique qu'il vous faut en fonction de la masse des WIMP qui se sont annihilés. Cette expérience c'est l'objectif d'un satellite qui s'appelle Fermi. Enfin, ce n'est pas l'unique objectif, mais ça fait partie des objectifs du satellite Fermi qui a été lancé en 2008. C'est un détecteur de rayons gamma qui observe une grande partie de l'univers, mais en particulier qui va s'intéresser aux régions centrales de notre galaxie pour voir s'il détecte un signal de WIMP. Alors notre galaxie, en revoici une photo qui est vraiment très jolie. Vous avez donc toutes les régions jaunes ici qui sont les étoiles que l'on voit dans notre galaxie. Les régions sombres qui traversent ce plan galactique, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'étoiles, mais c'est que ce sont des régions justement du plan galactique qui sont dominées par une grande quantité de poussière qui absorbe la lumière des étoiles situées en arrière-plan. Donc là, on sait qu'il y a une grande quantité de poussière et donc en fait, probablement, c'est là qu'il y a les régions les plus denses de notre galaxie. Concentrons-nous maintenant sur la région centrale, qui est ici la région du centre de notre galaxie, puisque c'est là que l'on recherche le signal qui viendrait marquer l'existence d'une grande concentration de WIMP. On zoome encore plus sur le centre de notre galaxie. Jusqu'ici, on est toujours dans le domaine optique visible, mais comme je vous le disais, les WIMP, eux, quand ils vont s'annihiler, ce sont des photons gamma. Donc il faut superposer à cette image les images observées par Fermi dans le domaine des photons gamma. Et voici ce que ça donne pile dans la région centrale de notre galaxie, là où la densité est la plus importante, là où précisément on peut espérer qu'il y ait la plus grande concentration de WIMP. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Maintenant, si on regarde de plus près, c'est quand même pas extrêmement sphérique. Ce que l'on voit là, c'est une région un peu allongée et puis des excroissances ici en plusieurs points, quelques points chauds. Alors ces points chauds, ce ne sont pas des WIMP, ce sont des pulsars, donc des objets particulièrement connus. Vous avez ici une photo de la nébuleuse du Crabe qui en son cœur a un pulsar. Un pulsar, c'est l'état final d'une étoile une fois qu'elle a brûlé tout son hydrogène, tout son hélium, qui a explosé en supernova et dont le cœur a fini par se concentrer en étoile à neutrons qui, dans certaines conditions, peuvent donner naissance à des pulsars. Donc des pulsars, on en connaît. Il y en a un grand nombre dans notre galaxie et vous en avez 3 ici sur cette photo. Donc pour pouvoir mieux étudier ce résultat-là, il faut soustraire de cette photo-là tous les pulsars connus. Donc c'est ce qui est fait sur l'image de droite.
Et une fois qu'on a enlevé toutes les contributions d'objets astrophysiques connus, ce qui reste, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement sphérique, extrêmement propre, et qui pourrait être parfaitement compatible avec justement le signal recherché. Ça, c'est le résultat que l'on a dans la direction de notre galaxie. Maintenant, pour affirmer la découverte des WIMPs, c'est quand même un petit peu léger de juste se concentrer sur une seule galaxie. Si le phénomène est vraiment là, on doit le retrouver ailleurs dans l'univers. Donc ailleurs, pour le satellite Fermi, c'est déjà de regarder la galaxie d'Andromède, qui est notre plus proche voisine. Donc là, elle est quand même suffisamment proche pour qu'on ait quand même une image bien résolue de la galaxie. On voit l'extension de la galaxie. Et si l'on superpose à cette galaxie observée dans le visible, le résultat que l'on voit dans les observations par le satellite Fermi dans les données X, voici ce que ça donne. De nouveau, une immense émission de rayons X qui proviennent du cœur, ou en tout cas centrés également sur le centre de la galaxie d'Andromède. Alors ces deux observations, Voie lactée et Andromède, ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Dans la Voie lactée, on a vu qu'on avait une contamination par des objets astrophysiques connus, les pulsars, mais la Voie lactée est suffisamment proche, les pulsars ils sont connus, on a pu les enlever. Dans la galaxie d'Andromède, par contre, on ne peut pas on ne connaît pas l'emplacement des pulsars, qui sont des objets stellaires, et donc il n'est pas possible d'enlever la contribution des pulsars à ce signal-là. Donc là, le signal est très probablement contaminé par une fraction de pulsars qu'on ne peut pas estimer. Par contre, dans la Voie lactée, le bulbe de la Voie lactée, comme je vous le montrais, c'est quand même une région qui est difficilement accessible. Nous-mêmes, on est dans la Voie lactée. Donc, quand on veut aller regarder vers le centre de la Voie lactée, on doit traverser tout le disque de la Voie lactée qui nous masque les observations. C'est très difficile de regarder notre propre galaxie. Et donc, on voit mieux ce qu'il se passe dans une galaxie extérieure que dans notre galaxie. Donc, ces deux observations sont complémentaires, mais laissent la possibilité qu'on ait détecté effectivement une quantité de matière noire, un rayonnement provenant de matière noire, et auquel cas, la masse que l'on doit avoir pour les WIMP qui constitueraient cette matière noire serait de l'ordre de 50 GeV. Alors, continuons notre processus scientifique. L'observation est une concentration d'une émission dans le domaine des rayons gamma dans le bulbe, c'est-à-dire la partie centrale de notre galaxie, enfin d'une galaxie. On sait que cette partie centrale est essentiellement constituée d'étoiles vieilles, parce que les étoiles jeunes se trouvent davantage dans les bras de la galaxie. Or, comme je vous le disais, si la contamination vient de pulsars ordinaires, ces pulsars eux-mêmes, ce sont des résidus d'étoiles qui ont déjà tout brûlé. Donc les pulsars, eux, on devrait les trouver... ce sont des résidus d'étoiles qui ont explosé en supernovae, d'étoiles extrêmement massives. Ces étoiles massives ont une durée de vie très courte. Donc les pulsars qui sont causés ainsi, qui sont produits ainsi, devraient majoritairement se trouver dans des zones de formation stellaire, c'est-à-dire des endroits où on continue à former des étoiles. Et les étoiles qui sont les plus lourdes, qui ont donc une durée de vie les plus courtes, finissent leur vie sous forme de pulsars, et c'est donc là qu'on les trouve, puisque elles ont eu juste le temps de vivre et de brûler tout leur comburant pour finir en pulsars. Donc le fait que l'émission provienne du bulbe et que les pulsars seraient plutôt a priori dans les régions de formation stellaire, c'est-à-dire dans les bras spiraux d'une galaxie, c'est plutôt une bonne nouvelle. A priori, cette concentration d'émissions donc dans la région où on trouve habituellement plutôt des étoiles vieilles, les 3 pulsars que je vous ai montrés, c'est 3, c'est pas un bras spiral en entier, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que c'est effectivement la seule interprétation possible à ce résultat ? Malheureusement, non. Parce que si les pulsars proviennent essentiellement d'étoiles jeunes, néanmoins, on peut avoir dans une population plus vieille d'étoiles un type de pulsar qu'on appelle des pulsars recyclés, dont vous avez une illustration, enfin une vue d'artiste ici. Ces pulsars recyclés, c'est lorsque vous avez un jeu d'étoiles binaires, c'est-à-dire 2 étoiles qui gravitent l'une autour de l'autre. L'une qui a déjà terminé sa vie, c'était la plus massive, c'est celle qui a brûlé toute son énergie en un temps record et qui est devenue le pulsar initial. Mais l'autre, qui serait beaucoup plus légère, a une durée de vie beaucoup plus longue, et continue à graviter autour de l'étoile qui, elle, est déjà devenue un pulsar. Et donc le pulsar peut finalement accréter la matière de son étoile qui était toujours
une belle étoile normale autour de lui, et ça donne une quantité de mouvement supplémentaire à ce pulsar initial qui peut alors reprendre une vitesse de rotation beaucoup plus élevée et devenir un autre type de pulsar qu'on appelle les pulsars millisecondes, ceci étant connu comme étant d'intensés émetteurs de rayons gamma, mais en plus qui se trouvent essentiellement dans des populations vieilles, puisqu'il vous faut une étoile ici qui n'a absolument pas fini sa vie, et donc il y a une étoile qui brûle très lentement toute son énergie, ce qui est le cas pour les étoiles de faible masse, et donc ici dans des populations âgées. Donc qu'est-ce que l'on voit là? C'est que le signal que l'on avait observé dans la direction du bulbe peut être expliqué soit par une grande quantité de matière noire concentrée sur le centre de la galaxie. Ça, c'est le signal qu'on aimerait trouver, effectivement. Mais on ne peut pas exclure que ce soit également la signature d'une quantité ici de ces fameux pulsars millisecondes qui pourraient se trouver au même endroit de la galaxie. Alors, voyons quelles sont les autres approches que l'on peut envisager. Donc ça, c'était au niveau d'une galaxie, donc la Voie lactée puis la galaxie d'Andromède. Voici ici une détection dans le domaine des rayons X, donc à plus basse énergie par rapport aux rayons gamma. Vous avez ici l'amas de Persée que vous voyez en optique avec toutes ces étoiles-là, sur lequel j'ai commencé à superposer une image dans le domaine des rayons X. Concentrons-nous cette fois-ci exclusivement sur l'image en X. Donc ça, ce sont des données que l'on peut obtenir à partir de d'autres satellites, comme le satellite XMM en particulier. Ce que vous voyez donc sur cette image en X, c'est une émission assez intense que l'on peut expliquer par l'ensemble des éléments lourds qui émettent justement dans ce domaine lorsqu'ils se désintègrent de rayons X. Le graphique que vous avez ici en dessous, c'est l'intensité résiduelle une fois qu'on a enlevé toutes les contributions connues dans ce domaine d'énergie en fonction de l'énergie. Donc, assez naturellement, on s'attend à n'avoir plus que des zéros de cette intensité résiduelle sur tout le spectre en énergie, ce qui signifierait qu'on a intégralement compris l'émission que l'on a dans ce domaine des rayons X et que par conséquent, il n'y a rien de non compris dans ce domaine-là. Or, ce n'est pas le cas. Si l'essentiel du signal est à zéro, effectivement, là, autour d'une région à 3,5 kV, donc milliers d'électronvolts, on a de façon systématique un excès d'intensité par rapport à ce que l'on a pu modéliser. Et cet excès d'intensité, il a été observé dans le cas de l'amas de Persée, mais dans d'autres amas également, qui a été observé par ce même satellite. Ces premières observations datent de 2014, mais en 2017, un autre groupe a pris les mêmes données, a refait une analyse donc de façon totalement indépendante et confirme cet excès autour de 3500 électronvolts comme non explicable ni par des problèmes instrumentaux ni par les contributions astrophysiques habituelles. Alors là, ce qui est amusant, c'est que dans ce domaine d'énergie, l'explication WIMP n'est pas possible. À 3500 électronvolts, on est beaucoup trop bas pour pouvoir expliquer cette émission-là par des WIMP. Mais on pourrait imaginer un autre type de particules qui pourrait justement s'annihiler et provoquer ce signal à 3,5 kV. Cette particule, on lui donne le nom typiquement de neutrino stérile ou de façon plus générale de matière noire chaude. Alors je vais revenir sur cette matière noire chaude, mais restons sur la terminologie neutrino stérile. C'est une autre possibilité de particules qui pourrait constituer la matière noire et dont une première indication, pour ne pas parler de preuve, serait ce signal que l'on observe à 3,5 kV et qui proviendrait de la désintégration d'un neutrino en un photon et un neutrino ordinaire. Alors voici que non content de rechercher un candidat, finalement on a deux candidats potentiels pour la matière noire. Je vous ai montré le WIMP, pour lequel on a une motivation théorique extrêmement forte, puisque c'est une particule qui est invoquée pour expliquer le modèle standard de la physique des particules. Néanmoins, si sa motivation théorique est forte, en termes observationnels, on n'a aucune preuve directe de son existence, puisque l'on n'a pas réussi à la produire dans les accélérateurs de particules, et on n'a pas réussi à la faire interagir dans des détecteurs qui avaient été conçus spécifiquement pour l'observer. Mais on a une preuve indirecte, comme je viens de vous le montrer, dans le cadre des observations du satellite Fermi, qui, parmi les explications potentielles,
peuvent s'interpréter sous la forme de l'annihilation de WIMP. La masse de cette particule serait de l'ordre de 50 GeV pour les observations de Fermi, et sur le plan théorique, on s'attend à des masses de l'ordre du giga-électronvolt, milliard d'électronvolts, à téra-électronvolts, milliers de milliards d'électronvolts. D'autre part, comme on vient de le voir, vient de se manifester un nouveau candidat à la matière noire. Cette fois-ci, on lui donne le nom de neutrino stérile. Là, au niveau de la motivation théorique, c'est plus faible. Les neutrinos, on sait qu'ils existent, il en existe plusieurs formes. Le neutrino associé à l'électron, le neutrino associé au muon, le neutrino associé au tau, le neutrino stérile. On en parle de plus en plus récemment parce qu'il y a des anomalies dans différentes expériences d'observation des neutrinos, et on se dit que peut-être ces anomalies s'expliqueraient par l'existence d'un neutrino stérile. Néanmoins, ce n'est pas encore totalement... Enfin, c'est très loin de faire consensus dans la communauté scientifique. Donc c'est pour ça que je vous dis que la motivation théorique, elle existe, mais elle n'est pas aussi forte que pour le WIMP. De nouveau, on n'a aucune preuve directe dans l'existence. Jamais on n'a produit dans un accélérateur de particules cette particule-là, le neutrino stérile. Par contre, comme je vous le montrais avec les données en rayon X, on a une observation indirecte qui peut s'expliquer par l'existence d'un neutrino stérile. Et donc cette fois-ci, la masse de cet objet-là, c'est de l'ordre du millier d'électronvolts. Juste pour comparaison, un proton, c'est 1 gigaélectronvolt. Un électron, c'est 2000 fois plus léger. Donc vous avez là les domaines de masse. Alors ce que l'on voit en raison de cette masse, celui-ci, il est extrêmement lourd. Et comme toujours, vous prenez un objet lourd, c'est plus difficile de le pousser. Celui-ci, comparativement, il est extrêmement léger. Et donc si vous le poussez, il va aller très vite. Donc vous avez deux particules ici qui ont des propriétés très différentes. Et justement, cette propriété lourd et peu mobile, ou au contraire léger et rapide, on les quantifie par une notion de température. S'il est lourd et peu mobile, on l'associe à de la matière noire froide. Froide, c'est comme un gaz qui se déplace très lentement. À l'inverse, si vous chauffez ce gaz, vous avez des particules qui bougent beaucoup plus vite au sein du gaz, et c'est l'analogie que l'on utilise pour qualifier ce neutrino stérile de matière noire chaude ou matière noire tiède, en pratique plus couramment. Donc vous voyez que cette notion de température, elle intervient dès lors qu'on a des candidats qui peuvent être soit lourds et peu mobiles, et auquel cas on les assimile à de la matière noire froide, ou au contraire légers et rapides, légers et vifs, et auquel cas on les assimile à de la matière noire tiède. On a donc des notions de température, et donc finalement on peut regarder ce problème de la matière noire différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher à détecter ou à mettre en évidence la particule qui pourrait expliquer la matière noire, on va prendre le problème différemment et s'intéresser aux propriétés globales de cette matière noire pour essayer de voir si la matière noire a plutôt tendance à être une matière noire froide, et on va voir quelles sont les conséquences que l'on en attend sur l'observation de l'univers, ou si au contraire cette matière noire aura tendance à avoir les propriétés d'une matière noire tiède, et on va voir que ça aura des conséquences différentes sur les observations de notre univers. Et donc le but, si on veut pouvoir discriminer entre ces deux catégories, c'est comment peut-on les différencier? Là, on va faire appel à des simulations numériques. Donc on en a vu déjà un petit peu. Ces simulations numériques, ce n'est rien d'autre que de prendre les composantes, enfin tous les ingrédients que l'on connaît, que l'on a pu bien caractériser, qui doivent constituer notre univers. On les met dans notre simulation, on fait agir la gravité, parce que c'est quand même la force qui domine très largement aux échelles cosmologiques, et on laisse la gravité agir. On a notre condition initiale qui est donnée par le fond diffus cosmologique, des petits grumeaux de surdensité répartis de façon à peu près homogène dans l'univers, et ensuite ces grumeaux vont s'agglomérer pour former les galaxies, puis les amas de galaxies, etc., que l'on observe aujourd'hui. Donc je vais tourner ici deux petits films en même temps. À gauche, où partant des mêmes conditions initiales, on a un univers constitué de matière noire froide, et à droite, de matière noire tiède. Ce que vous voyez, c'est qu'au départ, l'univers est essentiellement uniforme. Donc on avait les mêmes images de part et d'autre de rien du tout, finalement, quelque chose de régulièrement réparti. Dans le cadre de la matière noire froide, très rapidement apparaissent cet effondrement gravitationnel et la formation de structures très rapides, avec ici la formation d'une galaxie. Dans le cadre de la matière noire chaude, comme vous le constatez, il se passe très peu de choses et finalement tout semble s'effondrer sur la même surdensité centrale. C'est comme s'il y avait un seul puits de potentiel ici dans le cadre de la matière noire chaude.
durant l'essentiel de l'histoire de l'univers, tandis que dans le cadre de la matière noire froide, on a vu des tas de petits grumeaux se former tout au long de cette histoire. Je vous le repasse rapidement pour que vous suiviez là ce que je viens de vous dire. Donc au départ, c'est semblable. Par contre, très rapidement ici, vous avez des tas de petits grumeaux qui se sont effondrés, donc des tas de mini-galaxies qui ont commencé à se former pour peu à peu s'agglomérer dans une seule galaxie. Alors qu'ici, ces petits grumeaux sont totalement absents, tout plonge directement dans le puits de potentiel central. Alors les simulations démarrent très tôt dans l'histoire de l'univers, elles évoluent jusqu'à aujourd'hui, donc là c'est le temps à rebours qui s'est écoulé. Est-ce que, alors oui, je vais vous le montrer là. Et ce que vous voyez quand on arrive à aujourd'hui, je reviendrai après sur l'autre, c'est qu'aujourd'hui, les deux simulations conduisent à des images assez semblables. Et ça, c'est normal, c'est parce que l'on veut quand même reproduire l'univers aujourd'hui. Donc on a les conditions initiales et on a aussi les conditions finales. Donc dans les conditions finales, on a une grosse galaxie qui a été formée avec un halo de matière noire autour dans les deux configurations. Néanmoins, ce que l'on a vu, c'est qu'il y a ici 12 milliards d'années, si j'ai fait un arrêt sur image, les conditions étaient extrêmement différentes. Alors, je continue. Voilà. Revoici une simulation plus précise cette fois-ci de la galaxie finale. Donc là, je n'ai pas d'évolution, tout se passe aujourd'hui, mais j'ai une résolution bien plus importante dans les deux configurations, de matière noire froide ou de matière noire tiède, pour vous montrer ce à quoi ressemblent les deux galaxies. Donc si tout à l'heure je vous disais que c'est assez semblable, vous voyez que dans le détail, ce n'est pas vrai. Dans le détail, cette image-ci a beaucoup plus de petits points lumineux tout autour. Et ces petits points lumineux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des galaxies satellites. Et donc vous avez ici l'équivalent d'une galaxie, par exemple la Voie lactée, du halo de cette galaxie, et vous voyez que dans le halo de la galaxie, vous avez une multitude de petites galaxies satellites que vous n'avez pas, ou presque pas, dans le cadre de matière noire chaude ou tiède. Alors, ça paraît, avec ça, on se dit, ça y est, on a trouvé la façon de pouvoir faire la différence entre des galaxies, une matière noire froide et une matière noire chaude. Il suffit d'aller compter le nombre de galaxies satellites que l'on a dans la Voie lactée. Alors, voici une petite carte des galaxies satellites de la Voie lactée. Vous avez la Voie lactée ici au centre. Donc, les plus connus, évidemment, c'est le grand nuage et le petit nuage de Magellan, que l'on peut voir à l'œil nu en hémisphère sud. Vous avez également ensuite quelques galaxies naines qui ont été découvertes petit à petit. Il faut voir qu'il y a une vingtaine d'années, on ne connaissait que le grand et le petit nuage de Magellan comme galaxies satellites. Aujourd'hui, on en a une cinquantaine. Donc vous avez la galaxie naine du Sagittaire, la galaxie naine du Dragon, etc. Donc aujourd'hui, le nombre de satellites connus pour la Voie lactée, c'est une cinquantaine. Ici, c'est plutôt des milliers. Donc on se dit, la matière noire froide, elle n'a pas le vent en poupe. Voici maintenant, de nouveau, une image sur une galaxie et toutes ces petites galaxies satellites. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est les conditions dans lesquelles on a fait ces simulations numériques. Quelle est la masse qui domine dans l'univers? Est-ce que c'est la masse ordinaire? Non, ce n'est pas la matière ordinaire. La masse qui domine, je vous l'ai dit, c'est cette matière noire extraordinaire. Donc en fait, dans les simulations les plus simples, on ne met que la matière noire. Alors, toutes ces petites galaxies satellites, finalement, est-ce que c'est des galaxies que l'on pourrait voir ou est-ce que ce sont uniquement des galaxies de matière noire? Alors on peut faire des simulations plus poussées où on met non seulement la matière noire, mais on met aussi les étoiles. Et voici la distribution d'étoiles que vous avez dans cette même galaxie. Ah là, ça n'a plus rien à voir. Les galaxies satellites, elles n'y sont plus du tout. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les simulations, il va falloir faire des études beaucoup plus poussées. On ne peut pas se contenter du premier ordre où on ne met que la matière noire, même si c'est elle qui domine l'essentiel de la distribution de masse dans l'univers. Il faut mettre la matière noire, mais il faut également mettre les étoiles, et il faut aussi mettre le gaz. Donc cette composante, qui on l'a vu dans les amas de galaxies en particulier, est 10 fois plus abondante que les étoiles. Donc là déjà, les simulations sont beaucoup plus difficiles à faire tourner parce qu'elles ont des exigences en termes de moyens de calcul qui sont beaucoup plus importants. Donc on ne peut pas faire de très grosses simulations, c'est-à-dire qui couvriraient non pas une galaxie, mais des amas de galaxies, voire des distances cosmologiques avec toutes ces composantes, parce que c'est tout simplement beaucoup trop exigeant en termes de mémoire et de temps de calcul.
Mais vous voyez que dans ces trois composantes-là, finalement, on n'a pas tout à fait la même image et que lorsque l'on considérait ces milliers de galaxies satellites qui semblaient inhérentes à un univers rempli de matière noire froide, finalement, au niveau de la composante stellaire de ce même univers, ce ne sont plus des milliers, mais quelques galaxies satellites. À la limite, même pas suffisamment par rapport au nombre de galaxies satellites que l'on observe autour de la Voie lactée. Pour poursuivre un petit peu sur cette problématique de la difficulté de simuler une galaxie dans des conditions réalistes, voici une région de 300 années-lumière centrée autour d'une région de formation stellaire. Donc ce que vous avez, l'univers sombre ici, des tas d'étoiles. Ce qui est important de voir ici, c'est tout ce gaz qui brille ici avec manifestement des ondes de choc en pourtour de cette région-là. Pourquoi? Parce que dans ce gaz-là, c'est une région de formation stellaire. Donc le gaz s'effondre pour donner naissance à ces étoiles extrêmement bleues, qui sont des étoiles très jeunes que vous avez dans toute cette région-là. Ces étoiles très jeunes, les plus massives, vont très rapidement exploser sous forme de supernovae, inséminant le milieu interstellaire de composantes plus lourdes, de composantes chimiques plus lourdes. Donc vous avez toute une physique galactique extrêmement complexe dans cette région-ci, qui est simplement un berceau d'étoiles avec le gaz qui va donner naissance aux étoiles dans la région centrale. Mais dans les simulations numériques, toute cette région-là, c'est une particule de la simulation. C'est-à-dire que dans les simulations, tout ce qui est nuages moléculaires, sites de formation stellaire, vents stellaires, ondes de choc, supernovae, éjection des métaux dans le milieu environnant, etc., tout ça, c'est quelques dizaines de milliers de masses solaires, et c'est une seule particule, même dans les simulations les plus poussées, qui contiennent quelques 10 puissance 5, je ne l'ai pas marqué. Typiquement, on va produire des simulations avec quelques, que je ne me trompe pas, 4000 au cube, ça va faire milliers de milliards de particules pour reproduire une galaxie. Et néanmoins, dans une galaxie, la plus petite des particules fera tout de même de l'ordre de 10 000 fois la masse du Soleil, et donc englobera très largement toute cette physique complexe que je viens de vous montrer. Et donc pour conclure cette histoire de différencier matière noire froide de matière noire tiède à partir du nombre de satellites visibles, ça ne va pas être évident. Effectivement, on a beaucoup moins de satellites visibles que de satellites qui sont prédits pour un contexte de matière noire froide, mais la matière noire, ce n'est pas les étoiles. Et on avait vu que lorsque l'on regarde la distribution de la partie lumineuse d'une même galaxie, il y a déjà nettement moins de galaxies satellites. Donc ça, on est contraint par les limites techniques liées à la simulation pour pouvoir faire des simulations plus précises. Par ailleurs, il y a une limite observationnelle évidente. Comme je vous le disais, il y a une vingtaine d'années, on ne connaissait que le grand et le petit nuage de Magellan. Aujourd'hui, grâce à des progrès dans les observations, on est capable de détecter des objets plus faibles, moins lumineux. On est également capable, en utilisant des combinaisons de longueur d'onde, d'aller observer dans des régions qui étaient obscures pour des raisons tout simplement d'absorption par les poussières, par exemple. Donc le nombre de galaxies que l'on va détecter ne peut qu'augmenter. Mais il reste quand même que cette question est très difficile à résoudre en raison des problèmes techniques liés aux simulations. Donc ça, c'est un problème qui est lié à la physique galactique et très complexe. Donc on se dit, peut-être qu'au lieu d'aller regarder dans le détail, on pourrait essayer de voir si on ne peut pas différencier ces deux types de matière noire en s'intéressant à des échelles beaucoup plus importantes. Et c'est-à-dire à des échelles de l'amas de galaxies, voire des super amas de galaxies, voire des échelles cosmologiques. Alors je vous montre justement la distribution de matière à des échelles cosmologiques. Donc ça, c'est des cartes tout à fait comparables à ce que je vous avais montré au début. Ce sont des données dans les deux cas qui ont été obtenues par un télescope au Nouveau-Mexique, le SDSS, donc tout un projet d'observation de l'univers à très très grande échelle. Vous avez ici justement des observations à très grande échelle où chaque point est une galaxie différente. La couleur est juste là pour illustrer la distance par rapport à l'observateur qui est situé au centre de ces deux morceaux de tarte là. Et vous avez à droite un zoom sur une toute petite région de ce grand relevé où vous voyez que les points sont bel et bien des galaxies. Et vous pouvez ici admirer justement cette image-ci qui ne contient à ma connaissance aucune étoile mais que des galaxies.
Et donc l'idée, c'est d'aller comparer des images à très grande échelle de la distribution des galaxies dans l'univers aux images que l'on peut simuler dans nos calculateurs. Alors voici justement deux simulations, à gauche de la matière noire froide et à droite de la matière noire tiède. Qu'est-ce que l'on voit? Au niveau des amas de galaxies, donc là ici vous avez des amas de galaxies, ce n'est pas une seule galaxie, c'est vraiment tout un regroupement de galaxies. On est encore ici on ne se préoccupe que de la matière noire, puisqu'à la limite, à ces échelles-là, la physique galactique qui fait intervenir le gaz et les étoiles est négligeable. On est à de telles échelles que seule la gravité a de l'importance. C'est d'ailleurs le gros avantage de regarder ces échelles-là. Ce que vous voyez, donc, c'est que les amas de galaxies, ils y sont dans les deux cas. On a ici deux galaxies ou de reconstruction un petit peu importantes que l'on retrouve ici aussi. Par contre, cette image-ci a l'air beaucoup plus bruitée que celle-ci, comme si on avait appliqué un filtre de nettoyage sur l'image de droite. Et en fait, c'est précisément ça, la signature de la matière noire tiède. C'est qu'elle semble lisser toutes les petites inhomogénéités que l'on a à petite échelle ici. Et donc, ça veut dire que les observations vont devoir aller regarder la distribution de matière à petite échelle pour voir si elle est agitée et granuleuse comme ici, ou au contraire plus lisse, comme on semble le prédire dans le cadre de matière noire tiède. Alors, regarder à petite échelle, quand on regarde des échelles cosmologiques, c'est pas évident. Et en fait, l'astuce que l'on a trouvée est la suivante. Pour regarder à petite échelle, on va en fait aller étudier des objets parmi les plus lumineux qui existent dans l'univers. Donc vraiment dans le thème des séries noires, on s'intéresse aussi à des quasars, qui sont des objets qui contiennent en leur cœur un trou noir qui peut faire plusieurs centaines de millions à plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Donc des trous noirs absolument colossaux. Et autour de ces trous noirs, ils sont situés au sein d'une galaxie et aux alentours du trou noir, il y a tout un disque d'accrétion qui est formé de matière qui s'effondre dans le trou noir et évacuée pour une partie d'entre elles dans des jets perpendiculaires à ce disque de matière qui tombe dans le trou noir central. Ces objets-là, les quasars, on peut les voir quasiment jusqu'aux confins de l'univers. Ce sont des objets extrêmement lumineux et qu'on peut donc voir très très loin. Ils brillent tant que l'on peut les utiliser comme des phares cosmiques qui illuminent les nuages d'hydrogène, donc le gaz qui est situé dans le milieu intergalactique. Ces nuages d'hydrogène, c'est la composante principale de la matière ordinaire dans l'univers. On sait qu'ils existent, ils sont là. Et c'est la reconstruction qu'on va essayer d'en faire, c'est donc non plus sur les galaxies, mais directement sur ces nuages d'hydrogène qui sont situés dans le milieu intergalactique. Alors comment est-ce que l'on mène cette étude? Le quasar, donc l'élément chimique le plus présent dans l'univers, c'est l'hydrogène. Il est présent non seulement dans le quasar, mais dans ces nuages d'hydrogène. Et une raie d'émission caractéristique de l'hydrogène, c'est la raie Lyman alpha, qui est une des transitions d'excitation de l'hydrogène neutre. Donc ce qu'on voit ici, donc vous avez là un spectre, c'est-à-dire l'émission lumineuse du quasar en fonction de la longueur d'onde. Vous observez ici l'émission du quasar, donc c'est la transition dans l'hydrogène émise par le quasar. Et cette même transition qui a une longueur d'onde parfaitement connue dans le laboratoire, c'est une transition qui va exciter les nuages d'hydrogène en avant-plan. Donc en fait, c'est une longueur d'onde qui va être absorbée par les nuages en avant-plan, puisque c'est le même hydrogène. Mais je vous rappelle que l'univers est en expansion. Donc, sous l'effet du redshift, cette longueur d'onde-là, donc le redshift, c'est la quantification de l'expansion de l'univers, et ce n'est rien d'autre que le rapport entre la longueur d'onde que l'on observe sur Terre et la longueur d'onde de la même transition dans un objet qui ne bouge pas. Et en fait, l'expansion de l'univers, justement, va augmenter les longueurs d'onde par rapport à ce que l'on observe sur Terre, et les longueurs d'onde observées sont d'autant plus grandes que l'objet est éloigné. Donc la plus grande des longueurs d'onde pour une transition fixe, connue, c'est celle du quasar, qui est l'objet le plus lointain. Et cette même longueur d'onde apparaît en raison de l'expansion de l'univers à des longueurs observées d'autant plus faibles que l'on se rapproche de l'observateur. Et donc le quasar émet ici, et tous les nuages d'hydrogène situés sur la ligne de visée vont absorber la lumière du quasar à des longueurs d'onde d'autant plus faibles que ces nuages sont plus proches de l'observateur. Et donc c'est absolument fabuleux, parce qu'avec un objet, vous avez en vérité
toute la reconstruction de l'histoire de la densité d'hydrogène sur la ligne de visée jusqu'au quasar. Et donc cette forêt d'absorption ici porte justement le nom de forêt Lyman alpha, forêt d'absorption à la transition électronique connue comme étant la transition Lyman alpha, et dont la longueur d'onde est directement un indicateur de la distance. Et quant à la quantité absorbée, c'est un indicateur de la quantité de gaz que vous avez à cette position-là dans l'univers. Alors, mes explications étaient peut-être un petit peu longues. Je vous remontre ici la construction d'une de ces forêts Lyman alpha dans un spectre de quasar. Donc, vous avez ici le spectre du quasar qui, au fur et à mesure de la propagation de la lumière vers l'observateur, traverse des régions plus ou moins denses. Donc, quand c'est extrêmement dense, toute la lumière du quasar est absorbée à la position correspondante à l'absorbeur, mais quand les zones sont juste diffuses, vous avez cette forêt d'absorption qui se constitue petit à petit au fur et à mesure de la propagation de la lumière du quasar jusqu'à l'observateur. Ce schéma à droite, ici, représente juste le processus expérimental où chacun des points rouges, ce sont des quasars différents. Le télescope ici, différentes lignes de visée, parce qu'on n'observe évidemment pas un seul quasar, mais pour faire une étude déjà à 3 dimensions. On avait la dimension le long de la ligne de visée, mais en étudiant plusieurs quasars, on a aussi les 2 dimensions spatiales qu'on en rajoute. Et on peut ainsi reconstruire... Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Voilà. On peut ainsi reconstruire une carte à 3 dimensions de la distribution d'hydrogène dans l'univers. Alors, juste parce que... je vais aller un petit peu vite. Il n'y a pas grand-chose. Schématiquement, on a les données d'un côté, on a maintenant nos simulations numériques de l'autre, avec des simulations numériques soit dans le cadre de la matière noire froide, donc le WIMP que j'ai représenté ici, soit dans le cadre de la matière noire tiède. Les données nous permettent d'avoir des mesures que l'on représente ici. Donc là, c'est en fonction du redshift, c'est-à-dire en fonction de la distance. C'est une quantité de puissance, c'est-à-dire combien d'absorption on a en fonction de l'échelle que l'on regarde, des grandes échelles aux petites échelles, et on compare ces données aux simulations qui nous prédisent ces valeurs-là dans différents contextes d'univers. Et donc la partie intéressante, c'est ensuite de voir quel est l'univers qui reproduit le mieux les données, et est-ce que ces univers-là sont plus compatibles avec des univers de matière noire froide, comme les WIMP, ou des univers de matière noire chaude, comme les neutrinos stériles. Donc à ce jour, on a un excellent accord avec des univers essentiellement constitués de WIMP, donc de cette matière noire froide. L'accord est plus difficile lorsque l'on prend en compte des univers avec essentiellement de la matière noire sous forme de neutrinos stériles, mais il reste des modèles qui ne sont pas exclus, donc on continue à explorer les 2 approches. Voici, je viens de faire le tour de l'ensemble des pistes observationnelles, des modèles que l'on pouvait invoquer pour expliquer la matière noire, qui est maintenant un problème datant de bientôt un siècle. Alors, dans cette dernière petite partie, rapidement, je voudrais vous montrer une autre façon d'étudier ce problème. Et au lieu de l'étudier comme on vient de le faire là, voir s'il ne faut pas regarder autrement la question et apporter un autre type de réponse. Et cette autre façon d'aborder la question, c'est de se dire, mais s'agit-il de matière noire? Donc, est-ce qu'il faut effectivement arriver à trouver une particule qui explique le désaccord entre masse gravitationnelle et masse lumineuse? Ou est-ce que, puisque toutes les indications que l'on a de l'existence de matière noire proviennent d'effets gravitationnels, que ce soit les courbes de rotation dans les galaxies spirales par Vera-Rubin, que ce soit la vitesse à laquelle se déplacent les galaxies au sein d'un amas de galaxies par Fritz Zwicky dans les années 30, ou que ce soit les arcs gravitationnels depuis les années 90, tout ça, ce sont des effets gravitationnels. Donc, est-ce que le problème n'est pas au niveau d'une nouvelle composante, mais ne faut-il pas se tourner du côté des lois de la gravité et envisager de modifier ces lois de la gravité? Alors, le problème de la modification des lois est extrêmement complexe. Et je vais juste aborder un petit exemple ici. Il faut savoir qu'il existe de grandes variétés au niveau des possibilités de modification des lois de la gravité. Et je vais juste aborder ici un des premiers exemples, une des premières modifications qui a été proposée et de voir comment on peut tester cette hypothèse de modification de loi de la gravité. Donc, revenons au cas de la courbe de rotation, donc de la vitesse à laquelle se déplacent des étoiles en fonction du distance au cœur de la galaxie. Je vous rappelle que le désaccord
et qui s'interprétait par l'existence d'une grande quantité de matière noire, c'était ce désaccord entre les vitesses observées et les vitesses prédites dans le cas de la théorie de Newton. Et ce que l'on voit ici, c'est que si jamais la force de gravité n'était pas celle que l'on attend à grande échelle, parce que finalement à petite échelle ça marche assez bien, mais si lorsque l'on s'éloigne, il fallait en pratique que la vitesse décroisse moins vite avec la distance que prédite par les équations de Newton, alors peut-être que l'on pourrait justement reproduire les observations. Et c'est précisément comme ceci qu'a été construite la théorie de monde, qui est une théorie de gravité modifiée. Alors voyons comment on peut tester ce type de théorie. On va le faire dans ce contexte simple à partir des observations d'un amas de galaxies. Alors voici une image optique d'un amas de galaxies, donc en lumière visible, et voici l'image dans le domaine des rayons X. Vous vous souvenez ce que je disais au début, c'est que l'essentiel d'un amas de galaxies, ce ne sont pas ces étoiles, c'est le gaz qui englobe l'ensemble de cet amas. Et en séparant les deux, on voit bien effectivement, là il y a une émission, ce ne sont pas des effets de bord, c'est vraiment l'émission qui a été observée par le satellite. Une grande concentration de gaz ici en corrélation avec le centre de cet amas de galaxies, et puis un halo diffus de rayons X par rapport, qui englobe l'ensemble de l'amas. Il y a un facteur 10 entre la masse contenue dans le gaz et la masse contenue dans les étoiles. Donc l'essentiel d'un amas de galaxies, c'est son gaz, avec quelques grumeaux que sont les étoiles. Alors, on va schématiser ce problème de façon très simple pour pouvoir comprendre les observations par ailleurs. Un amas de galaxies, donc, ce sont des galaxies et du gaz. Donc les galaxies, ce sont mes petites ellipses de toutes les couleurs. Le gaz, je le représente sur ce dessin-là en marron. Voici un cas où on a deux amas de galaxies qui vont entrer en collision l'un avec l'autre. Donc chacun des amas de galaxies a ses contours de masse, donc la région qui comprend l'essentiel de la masse, qui entoure l'ensemble de l'amas dans chacun des cas. Et ces deux flèches symbolisent le déplacement global des amas pour qu'ils entrent en interaction. Alors, voici ce qui se passe après la collision entre ces deux amas de galaxies. Il faut voir qu'un amas de galaxies, on le voit d'ailleurs sur la photo, les galaxies elles sont très éloignées les unes des autres. Donc imaginez-vous, les galaxies, c'est un peu comme comme si vous aviez quelques billes. Vous avez un premier amas de galaxies qui sont une dizaine de billes ici, un deuxième amas de galaxies, une dizaine de billes situées à l'autre extrémité de cette estrade. Et vous imaginez lancer les billes de part et d'autre pour faire entrer en collision les deux amas de galaxies. Ben, si vous n'avez jamais joué aux billes, alors j'étais peut-être pas très douée, mais moi pour toucher une bille de l'autre côté, j'avais beaucoup de mal. Donc clairement, si vous lancez votre bille à travers l'estrade, elle aura beaucoup de mal, en tout cas pour moi, ou en tout cas une probabilité très faible de toucher une bille que votre copain lance depuis l'autre côté. Donc les galaxies, après la collision, se retrouvent de part et d'autre de la région centrale de la collision, quasiment sans avoir été modifiées. Pour le gaz, il en est tout autrement. Vous imaginez une fumée colorée qui entre dans une pièce, ben, la fumée colorée, elle ne va pas traverser la pièce. Elle va se diffuser peu à peu sur les particules d'air les molécules d'air de votre pièce. Et donc, le gaz, finalement, va rester confiné dans la région centrale de cette interaction. Alors, comme je ne peux presque plus parler, c'est vous qui allez répondre à la question suivante. Avant la collision, je vous ai montré où étaient les contours de masse des deux amas de galaxies. Après la collision, où va-t-on retrouver l'essentiel de la masse ? Ici et là, ou plutôt dans la région centrale? À vous de me donner la réponse, moi je peux presque plus parler. Oui, alors en tout cas, je vois qu'il y en a au moins la moitié qui a vraiment bien suivi. Bien sûr, dans la région centrale, puisque c'est là que l'on a l'essentiel de la masse, c'est sous la forme de gaz et non pas des galaxies. Et ça, c'est vrai, même si les lois de la gravité ont été modifiées, c'est-à-dire que la dépendance de la gravité avec la distance ne suit pas les lois de Newton. Elle suit néanmoins la gravité et la densité de masse. Donc s'il y a plus de masse ici, les contours de masse seront plus importants là que là. Maintenant, voyons le cas où on invoque de la matière noire pour expliquer le désaccord que l'on observe et non plus des changements de loi de la gravité. Donc la situation initiale est presque inchangée, sauf que j'ai rajouté ici une zone grise qui est la matière noire. Après la collision, les galaxies, comme avant, elles se sont passées de part en part sans s'être vues. Le gaz, comme avant, il reste confiné dans la région centrale. Pour la matière noire,
Je vous ai dit au début, à plusieurs reprises, que cette matière noire avait des propriétés extraordinaires. Ce n'était pas comme la matière noire ordinaire. Et précisément, le côté extraordinaire de la matière noire, c'est le fait qu'elle n'interagisse pas autant que la matière ordinaire pour que l'on puisse être influencé directement par la gravité et pas par les autres actions, les autres forces qui agissent sur la matière ordinaire. Et donc le fait qu'elle interagisse très peu, cette matière noire, fait qu'elle va se retrouver, elle aussi, de part et d'autre de la région de la collision, comme si elle ne s'était pas vue, parce que c'est une des propriétés exigées pour la matière noire, c'est d'être à faible taux de collision. Et donc maintenant, si vous vous souvenez des prorata à peu près entre les galaxies, le gaz et la matière noire, où vont se retrouver les contours de masse après la collision, donc dans ce contexte-ci? J'entends à l'extérieur. Effectivement, c'est la bonne réponse. Les contours de masse sont là où il y a la matière noire, puisque c'est elle qui domine. Facteur 100 pour la matière noire, facteur 10 pour le gaz, pour un facteur 1 pour les galaxies. Et donc, vous tendez à retrouver les régions où il y a le plus de masse au même endroit que là où il y a les galaxies. Et ça, est-ce qu'on peut le tester observationnellement? Ben oui, bien sûr. Si on a la chance de pouvoir observer un amas de galaxies, 2 amas de galaxies plus précisément, qui sont rentrés en collision l'un avec l'autre, il nous faut pouvoir reconstruire les contours de masse, les régions où sont situées les galaxies, la région où est situé le gaz. Et donc, les régions où sont situées les galaxies, c'est ce que l'on peut observer dans le domaine visible. Donc, vous avez là manifestement toutes les galaxies. Et on voit ici un amas de galaxies et ici un deuxième amas de galaxies. La région où est situé le gaz, c'est ce que l'on peut observer dans le domaine des rayons X, puisque le gaz est chaud, ce sont une émission d'électrons qu'on observe dans le domaine des rayons X, qui est superposée à cette image optique ici avec les zones rouges. Et on voit qu'il y a bien eu une collision entre ces 2 amas de galaxies, puisque l'on voit le gaz choqué ici, qui forme cette onde de choc, comme un boulet de canon après la collision, et l'autre région de gaz ici. Donc on a bien, conformément à ce que l'on s'attendait, les galaxies de part et d'autre, le gaz plus ou moins confiné dans la région centrale. Et maintenant, il nous reste à reconstruire les contours de masse. Ça, c'est un petit peu plus délicat, mais en faisant une analyse fine de cette image, on arrive à voir des petites distorsions gravitationnelles des galaxies en arrière-plan. Alors, il y en a quelques-unes, ce n'est pas complètement évident. C'est une analyse statistique très poussée, mais qui permet de reconstruire la carte de masse à partir de déformations gravitationnelles beaucoup plus faibles que dans les images d'arcs géants que je vous ai montrées au début, mais néanmoins présentes, et qui peuvent ainsi permettre de reconstruire les régions les plus massives dans cette image-là. Et voici en bleu ces contours de masse qui très clairement sont situés aux emplacements des galaxies et non pas aux emplacements du gaz. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un décalage entre les centres de masse et les centres de gaz, et ça, ce n'est pas compatible avec les versions les plus simples de ces modèles de gravité modifiés. Et donc la première version qui avait été proposée pour les lois de monde ne sont pas compatibles avec les premiers cas de collision d'amas de galaxies, et donc il faut continuer là aussi le travail. Voilà, petit résumé de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'état actuel des connaissances sur la matière noire. La matière ordinaire ne peut pas expliquer l'ensemble des observations que l'on a à notre disposition. Et l'explication la plus courue aujourd'hui, c'est de nécessiter 95% de la matière sous une forme de matière noire ou de gravité modifiée. On n'a pas encore d'indices qui nous permettent d'avoir plus de confiance en des modèles de gravité modifiés, parce que la relativité générale est par ailleurs extrêmement bien testée à beaucoup d'échelles. Donc on cherche vraiment de façon très vive des candidats pour expliquer cette matière noire que l'on observe dans l'univers. Plusieurs pistes sont invoquées, notamment donc, un candidat de matière noire froide, le WIMP, un candidat de matière noire tiers, le neutrino stérile. Je vous rappelle les implications que ça a selon chaque type de matière noire sur les plus grandes structures que l'on observe dans l'univers. On a 2 petites observations à ce jour. Il est quand même très peu probable que ce soit les 2 à la fois.
On sait déjà que c'est difficile de comprendre la matière noire sous une forme et unique. Alors d'imaginer un mélange des deux, c'est quand même extrêmement peu probable, à moins que la matière noire ait vraiment une allure inattendue. Et aujourd'hui, on espère qu'on aboutira à l'explication qu'on arrivera à confirmer l'un des deux candidats. Espérons pas quelque chose de trop compliqué. Donc voilà, je termine ainsi cet aperçu et cet état des lieux sur la matière noire aujourd'hui. Mais si vous aimez les petites anecdotes, je vous invite à vous procurer un livre que je trouve absolument passionnant, que j'ai rédigé il y a quelques années, qui a reçu le prix d'astronomie en 2012 sur d'autres aventures du cosmos, pas associées à la matière noire, mais aux autres messagers que l'on peut utiliser pour étudier et observer notre univers. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.